Je m'appelle Mia Carter. J'ai 32 ans et jusqu'à Thanksgiving dernier, je pensais que la pire chose que ma famille puisse faire était de me traiter comme un fonds d'urgence doté d'un pouls. J'avais tort. Mon père a attendu que les 36 membres de la famille aient tous pris place, avant de frapper son verre avec un couteau. Puis, ma mère s'est tenue à ses côtés et m'a dit que j'avais une seule décision à prendre, payer 82 000 $ pour le mariage de rêve de ma sœur cadette, ou quitter la famille pour toujours. Pas d'invitation à Noël, pas d'appel pour mon anniversaire, pas de place à leur côté aux funérailles. Rien. Ma sœur était assise au centre de la table dans une robe de créateur blanche, souriant comme si le verdict avait déjà été rendu. Ma mère a levé la main vers les proches qui nous entouraient et a dit « Chaque personne à cette table est d'accord. Tu lui dois bien ça. » Plusieurs personnes ont baissé les yeux. D'autres ont hoché la tête, car on leur avait raconté une histoire complètement différente à propos de mon argent. Mon père a poussé vers moi un dossier contenant des formulaires bancaires, des contrats de fournisseurs, et un accord de remboursement que je n'avais jamais vu. Une page portait une signature qui ressemblait de manière troublante à la mienne. Je n'ai ni crié ni pleuré. J'ai ouvert le dossier, lu 3 lignes, et j'ai réalisé que leur ultimatum était la plus petite des trahisons qu'il contenait. Quelqu'un avait déjà promis aux fournisseurs que je paierais, en utilisant des informations que seuls mes parents auraient dû connaître. J'ai refermé le dossier et j'ai demandé « Qui a signé en mon nom ?» Ce que mon père a dit ensuite a changé l'atmosphère de toute la pièce. Et dès le lundi matin, les personnes qui m'avaient déclarée morte à leurs yeux m'appelaient près de 200 fois par jour. Mon père, à lui seul, a laissé 52 messages vocaux, plusieurs à travers ses larmes. Avant de vous dire ce qu'il a dit, et ce qui s'est passé après que je sois partie, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment, et d'où regardez-vous ? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Pour comprendre pourquoi mes parents s'attendaient à ce que je cède 82 000 $ sans résistance, vous devez comprendre le rôle qu'ils m'avaient assigné bien avant Thanksgiving. J'ai grandi près de Wenatchee, dans l'État de Washington, où ma famille gérait un petit verger de pommiers surplombant le fleuve Columbia. Mon père, Robert Carter, s'occupait des machines et des finances. Ma mère, Diane Carter, organisait les événements communautaires et contrôlait presque chaque détail de notre vie de famille. Ma sœur cadette, Allie, est arrivée 5 ans après moi et est rapidement devenue le centre de leur monde. Elle était charmante, photogénique, et douée pour transformer les moments ordinaires en performances. À 27 ans, elle se qualifiait de créatrice de contenu lifestyle, bien qu'une grande partie de ses revenus proviennent de parrainages que mes parents l'aidaient à obtenir. J'ai choisi un chemin différent. J'ai étudié le génie civil et suis devenu ingénieur des risques, spécialisé dans les barrages hydroélectriques et les systèmes de contrôle des eaux. Mon travail exigeait de longues journées à examiner des rapports structurels, à visiter des installations éloignées, et à identifier les défaillances avant qu'elles ne deviennent des catastrophes. C'était bien payé, mais rien n'était facile. J'ai obtenu mon diplôme avec des dettes, j'ai vécu en colocation pendant 6 ans, j'ai conduit la même Subaru d'occasion bien au-delà des 200 000 miles, et j'ai épargné de manière agressive. À 32 ans, j'avais assez pour un acompte sur un chalet de garde forestier abandonné près de Leavenworth. Je voulais le restaurer et l'utiliser comme un lieu tranquille entre mes missions sur le terrain. Mes parents le savaient, parce que j'avais fait l'erreur de leur en parler. Chaque fois que Allie avait un problème, mes économies devenaient une partie de la solution. Quand elle a voulu du nouveau matériel photo, papa m'a demandé 12 000 $. Je lui ai donné 4 000 $ et je ne les ai jamais revus. Quand une marque a annulé son contrat, maman a fait pression sur moi pour que je couvre 3 mois de loyer. Quand Allie a démoli un VUS en location en se filmant pendant une tempête de neige, ils ont voulu que je paie la franchise. Chaque demande arrivait, déguisée en urgence familiale, et chaque refus devenait la preuve que j'étais froide et égoïste. Les fiançailles de Allie avec Ethan Walker ont tout empiré. Ethan travaillait dans l'analyse de crédit aux entreprises et voulait une cérémonie modeste dans un vignoble. Allie, elle, voulait un week-end de mariage de 3 jours avec une fête au bord d'un lac, une cérémonie au sommet d'une montagne, des fleurs importées, plusieurs robes, un transport privé, et une équipe de contenu professionnel. Son budget initial de 60 000 $ a grimpé à plus de 170 000 $.
Mes parents ont vendu du matériel du verger, vidé leurs économies, et emprunté sur leur maison. Ils ont dit à Ethan que plusieurs fournisseurs parrainaient le mariage. Ils ont dit aux proches que je m'étais portée volontaire pour couvrir le reste. 3 semaines avant Thanksgiving, maman m'a demandé si ma banque utilisait toujours la même agence à Seattle. Papa m'a demandé si j'avais gelé mon crédit après une fuite de données. Puis Haley a publié des moodboards de mariage dans la discussion familiale, en écrivant « Mia adorera voir ce que sa contribution va créer ». J'ai répondu « Je n'ai pas accepté de payer pour ce mariage ». Personne n'a accusé réception. À Thanksgiving, 36 proches se sont réunis à la maison du verger. Une tante m'a remercié d'avoir sauvé le mariage. Un cousin m'a qualifiée de sœur la plus généreuse de Washington. Chaque commentaire resserrait le nœud dans mon estomac. Haley est arrivée vêtue de blanc et a dit qu'Ethan était en retard, car il aidait sa mère, bien que j'ai appris plus tard qu'elle lui avait dit que le dîner était annulé. Après le repas, papa a remercié tout le monde de soutenir Haley. Maman a annoncé qu'il y avait un manque de financement temporaire. Papa m'a regardé et a dit « Mia a eu la chance de réussir, et ce soir, elle va prouver qu'elle n'a pas oublié sa famille. » Maman a placé le dossier à côté de mon assiette. 82 000 $. Tu peux faire le virement lundi. J'ai ri une fois, mais personne d'autre ne l'a fait. Haley a dit, c'est moins que l'argent que tu allais gaspiller pour ce chalet. Ils avaient discuté de mes finances, calculé ce que je pouvais liquider, et invité 36 témoins pour me mettre la pression. Je ne paie pas, ai-je dit. Papa a répondu, alors tu choisis l'argent plutôt que cette famille. Maman s'est levée et a affirmé que tout le monde à table était d'accord. Papa a poussé le dossier plus près. Signe l'autorisation de virement ou tu es morte pour nous. À l'intérieur se trouvaient des contrats me désignant comme garant financier, l'adresse de mon employeur, une partie de mon numéro de sécurité sociale, et une demande de crédit portant une imitation de ma signature. J'ai regardé mon père, qui a signé en mon nom. Pour la première fois de la soirée, sa confiance s'est brisée. Papa a jeté un coup d'œil à maman avant de répondre, et ce simple mouvement m'a dit qu'ils savaient tous les deux. Maman a immédiatement tendu la main vers le dossier, mais je l'ai serré contre ma poitrine. « Rends-moi ça », a-t-elle dit. « Tu aggraves la situation. Il y a une demande de crédit avec mes informations et une signature falsifiée, ai-je répondu. Comment cela devrait-il paraître ? Le visage de Haley s'est durci. Personne n'a rien falsifié. Tu avais dit que tu aiderais. J'ai dit que j'assisterais à ton mariage. Je n'ai jamais promis d'argent. Tu as dit à maman que tu avais plus qu'assez d'économies. Ce n'est pas une autorisation d'utiliser mon identité. L'atmosphère dans la pièce a changé. Les proches qui avaient semblé embarrassés auparavant se penchaient maintenant en avant. Ma tante Carole a demandé quel genre de demande de crédit je tenais. Papa lui a dit que c'était un formulaire de fournisseur et que ça ne la regardait pas. J'ai lu l'entête à haute voix. Garantie personnelle et autorisation de crédit. Maman a baissé la voix. Mia, arrête ton spectacle. L'accusation m'a presque fait sourire. Haley avait construit toute sa vie d'adulte autour du spectacle. Pourtant, au moment où j'énonçais des faits vérifiables, c'est moi qui devenais la drama queen. Je me suis à nouveau tournée vers papa. Qui a rempli ça ? Il s'est frotté le visage avec les 2 mains. Ta mère a rempli quelques papiers préliminaires. Ce n'a pas été soumis. Un homme au bout de la table s'est éclairci la gorge. C'était le mari de ma cousine, un directeur de banque. Robert, ce document a un code d'approbation. Les yeux de papa se sont tournés vers lui. Ça ne veut pas dire que les fonds ont été débloqués. Ça veut dire que ça a été soumis, a répondu l'homme. La voix de maman s'est élevée. Nous allions le dire à Mia après le dîner. Le lieu de réception avait besoin d'une confirmation et elle refusait d'en discuter comme une adulte. Donc vous avez fait une demande de crédit en mon nom. Nous avons utilisé les informations temporairement, a-t-elle dit. Tu allais toujours aider. La pièce a éclaté. Certains proches ont demandé si c'était légal. D'autres ont exigé de savoir ce qui avait été signé d'autres.
Alais s'est mise à pleurer et a accusé tout le monde de gâcher la plus belle année de sa vie. Papa a crié pour obtenir le silence, mais il ne contrôlait plus la table. J'ai photographié chaque page du dossier. Quand maman a essayé de le prendre, oncle Marc s'est interposé entre nous. Il m'avait à peine parlé de toute la soirée, et pourtant il a dit « Laisse-la garder les documents. Son nom est dessus. » Papa l'a pointé du doigt. « Reste en dehors de ça. Vous y avez impliqué 36 personnes, a dit Marc. Vous ne pouvez plus appeler ça une affaire privée maintenant. » J'ai demandé si des fonds avaient été débloqués. Personne n'a répondu. J'ai demandé si mon crédit avait été vérifié. Maman a dit que c'était sans importance. J'ai demandé s'ils avaient utilisé mes informations pour autre chose que le mariage. Papa m'a dit de baisser la voix. C'est à ce moment-là que la peur a disparu. Jusque-là, une partie de moi était restée la fille obéissante qui voulait que quelqu'un la rassure en lui disant que c'était un malentendu. Leurs évasions ont tué cet espoir. Je ne me disputais plus à propos de favoritisme ou d'argent. Je regardais la preuve que mes parents avaient basculé dans la fraude, parce qu'ils croyaient que mes biens leur appartenaient. Alais a essuyé son visage et a dit « Tu agis comme s'ils avaient volé une étrangère. » Ce sont tes parents. Exactement, ai-je dit. Ils avaient accès à des informations qu'une étrangère n'aurait pas eues. Elle m'a dévisagé avec un mépris non dissimulé. Tu te soucies plus d'un score de crédit que de mon mariage. Je me soucie du fait que ma famille a falsifié ma signature. C'était censé être payé avant que ça n'ait de l'importance. Ces mots ont fait taire la pièce. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Payé par qui? Alais a réalisé trop tard qu'elle en avait révélé plus que prévu. Maman a réagi rapidement, disant que Alais était contrariée et confuse. Mais oncle Marc a posé la même question. Qui est censé le payer? Alais a croisé les bras. Mia. Éventuellement. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application de surveillance de crédit. Une vérification de crédit approfondie était apparue 8 jours plus tôt, d'une société de financement que je ne reconnaissais pas. En dessous, il y avait un nouveau compte de crédit renouvelable avec une limite de 45 000 $. Le solde était déjà de plus de 18 000 $. Mes mains sont devenues glaciales. J'ai tourné l'écran vers papa. Il y a des débits. Il a fixé la table. Maman a dit, seulement des acomptes. Ils sont remboursables. Une notification est apparue pendant qu'elle parlait. Un autre débit de 9 600 $ avait été tenté cet après-midi. Il avait été refusé. Vous avez essayé de payer un autre fournisseur aujourd'hui? Alais a repoussé sa chaise. La date limite pour les fleurs était aujourd'hui. Que étais-je censé faire? Utiliser ton propre argent? Je n'ai pas ce genre d'argent. Alors tu ne peux pas te permettre ce mariage. Ses pleurs ont cessé instantanément. Tu as toujours voulu que j'échoue. Non, je voulais que tu vives dans la réalité. Papa a frappé la table de la paume de sa main. Assez. Mia, tu vas rembourser ce compte. Effectue les virements restants et nous réglerons les formalités en privé. Autrement, tu n'es plus la bienvenue dans cette maison ou dans cette famille. Il s'attendait à ce que la menace me brise, car des menaces similaires avaient fonctionné auparavant. Quand j'avais 24 ans, mes parents avaient menacé de ne pas venir à ma remise de diplôme si je refusais d'aider Alais à déménager. J'ai conduit 11 heures pour emballer ses affaires. Quand j'avais 28 ans, maman avait menacé de m'exclure de Noël après que j'ai remis en question un prêt pour l'entreprise de Alais. J'ai envoyé l'argent. Chaque reddition leur avait appris que l'accès à la famille était quelque chose qu'ils pouvaient me revendre. Cette fois, le prix était mon identité, mes économies, et potentiellement ma carrière. Les ingénieurs dans mon domaine subissent des examens financiers et de sécurité pour certains projets. Un compte frauduleux ou une dette non résolue pourrait interférer avec mes missions. Mes parents ne me demandaient pas simplement de retarder l'achat d'un chalet. Ils pariaient avec tout ce que j'avais construit. Je me suis levée, et j'ai mis le dossier dans mon sac de travail. Je pars. Demain, je contacterai le prêteur. Chaque fournisseur listé ici. Ma banque,
une agence d'évaluation du crédit, et un avocat. La bouche de maman s'est ouverte. Tu dénoncerais tes propres parents. Je dénoncerai quiconque a utilisé mon identité. Allais s'est précipité autour de la table. Tu ne peux pas appeler les fournisseurs. Ils vont tout annuler. Ce n'est pas mon problème. Tu vas m'humilier. Tu as utilisé mon nom pour acheter des choses que tu ne pouvais pas te permettre. Elle a attrapé mon poignet. Oncle Marc s'est à nouveau avancé, mais j'ai retiré sa main moi-même. Ne me touche pas. Papa s'est dirigé vers la porte. Pose ce dossier. Non, tu ne sortiras pas d'ici avec des documents familiaux privés. Ils contiennent mes informations privées. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a bougé. 36 proches regardaient l'homme qui avait passé sa vie à exiger le respect, décider s'il allait physiquement empêcher sa fille aînée de sortir de sa maison avec les preuves d'une fraude. Puis une voix est venue du couloir derrière lui. Quel document ? Tout le monde s'est retourné. Ethan Walker se tenait près de la porte d'entrée, tenant un sac de voyage. Son expression est passée de la confusion à l'alarme en voyant Allais pleurer, mon père bloquant la sortie, et le dossier pressé contre ma poitrine. Allais a chuchoté, « Pourquoi es-tu là ?» Ethan l'a regardé. « Ta mère m'a envoyé un texto il y a 20 minutes et m'a demandé de venir calmer tout le monde. Elle a dit que Mia était en train de détruire notre mariage. Maman est devenue blême. Elle l'avait apparemment contacté avant de réaliser tout ce que j'avais découvert. » Ethan est entré dans la salle à manger. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai montré sur mon téléphone l'un des contrats que j'avais photographiés. Ta fiancée et mes parents ont ouvert un crédit en mon nom pour financer votre mariage. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis il a regardé Allais et a demandé, « C'est le compte dont tu m'as dit qu'il provenait du pack de parrainage ?» Allais a ouvert la bouche. Mais aucune réponse n'est venue. Ethan a répété la question. Elle a finalement dit que les contrats de parrainage étaient toujours en cours de négociation. Il lui a dit que ce n'était pas ce qu'elle avait affirmé. Maman s'est interposée entre eux et a qualifié la situation d'erreur administrative. Ethan l'a ignoré et a demandé à combien s'élevait la dette. Papa a dit que le montant exact n'avait pas d'importance. Ethan a répondu qu'il analysait la dette des entreprises pour gagner sa vie, donc ça avait une importance énorme. Il a examiné le dossier et a trouvé une feuille de calcul indiquant une contribution de $110 000 de la part de la famille de la mariée. Une autre ligne prétendait que $74 000 avaient déjà été reçus. Ethan a dit qu'il avait viré $40 000 sur le compte de mariage commun et que ses parents avaient contribué à hauteur de $30 000. Cela aurait dû couvrir la majeure partie du plan initial. Il a ouvert le compte sur son téléphone et a trouvé des virements répétés vers les cartes personnelles de Allais. 7 000. 12 500. 9 000. 6 800, puis 15 000. Plus de $50 000 avaient quitté le fonds du mariage. Allais les a appelés des remboursements, mais n'a pas pu produire de reçus. La vérité s'est effondrée rapidement. Elle avait accumulé près de $60 000 de dettes de cartes de crédit tout en maintenant l'image d'une influenceuse à succès. Elle payait des voyages, des vêtements, des traitements cosmétiques, des restaurants, et louait des véhicules de luxe pour créer du contenu en ligne. Plusieurs entreprises qu'elle décrivait comme des sponsors ne l'avaient jamais payée. Dans certains cas, elle achetait les produits elle-même et prétendait qu'ils étaient des cadeaux. Après qu'Ethan et ses parents aient déposé de l'argent pour le mariage, elle en a transféré une grande partie vers des comptes en souffrance, supposant que de futurs parrainages le remplaceraient. Quand cela a échoué, elle a augmenté le budget du mariage et a dit à mes parents que la famille d'Ethan exigeait des améliorations coûteuses. Mes parents ont dépensé leurs économies plutôt que de la remettre en question. Une fois leur argent épuisé, ils ont élaboré un plan autour de moi. Maman avait photographié des documents dans mon bureau à domicile lors d'une visite. Papa connaissait le montant approximatif de mes économies. Allais a trouvé mes informations d'emploi en ligne. Maman s'est entraînée à imiter ma signature en utilisant de vieilles cartes d'anniversaire. Ils ont créé une dette en mon nom, croyant que les acomptes non remboursables me forceraient à payer le reste. Ethan a refermé le dossier et a dit, « Le mariage est annulé.
Haley a promis de tout rembourser après que le contenu du mariage aurait augmenté son audience. Elle a dit que cela ruinerait sa carrière. Ethan a demandé, « Veux-tu m'épouser ou veux-tu produire un mariage ?» Elle a répondu trop lentement. Il a posé sa bague de fiançailles à côté de son assiette. « Je n'épouse pas quelqu'un en qui je ne peux pas avoir confiance. » Haley a hurlé que la rupture était de ma faute. J'ai dit que je n'avais pas pris l'argent du mariage, falsifié de documents, ou menti à Ethan. Elle m'a quand même supplié de payer le solde pour que la cérémonie puisse être sauvée. Même après avoir été démasquée, elle croyait que mon compte en banque pouvait restaurer sa vie fabriquée. Papa a averti que l'implication d'étrangers pourrait exposer maman et Haley à des poursuites pénales. Je lui ai rappelé qu'il m'avait menacé de m'effacer de la famille si je ne payais pas pour leurs actions. Maman a pleuré et a qualifié cela d'erreur désespérée faite pour la paix familiale. J'ai demandé pourquoi la paix exigeait toujours que je renonce à quelque chose. Personne n'a répondu. Ethan a demandé des copies des dossiers, car son argent avait également été utilisé à mauvais escient. Je les lui ai envoyés avant de partir en voiture. Les appels ont commencé avant même que je quitte la route du verger. Maman, papa, Haley, des cousins, des tantes et des oncles ont rempli mon téléphone d'excuses, de pression, et d'avertissements de ne pas impliquer la police. J'ai désactivé les notifications et j'ai conduit jusqu'à un hôtel à Spokane. Je ne savais pas que pendant que j'étais sur l'autoroute, mes parents fouillaient mon ancienne chambre à la recherche de tout ce qui pourrait les aider à atteindre un autre de mes comptes. J'ai dormi moins de 3 heures. À 6 heures du matin, j'ai appelé le service des fraudes du prêteur. À 6h45, le compte était gelé. À 7h30, j'ai soumis des rapports de vol d'identité et placé des gels de sécurité sur mon crédit. À 8h, j'ai changé chaque mot de passe, phrase de sécurité, instruction de bénéficiaire, et méthode de récupération connectée à mes comptes bancaires. À 9h15, j'ai parlé avec une avocate nommée Rachel Monroe, spécialisée dans la fraude financière. Elle m'a demandé si j'avais les documents originaux, les aveux, les témoins, les messages montrant que j'avais refusé de payer, et la preuve que les fonds avaient été débloqués. J'ai répondu oui à presque tout. Ne négociez pas en privé, a-t-elle dit. Ne promettez aucun remboursement. Conservez chaque message et chaque document. Papa a appelé 11 fois pendant que nous parlions. Maman a appelé 14 fois. Haley a appelé 23 fois. Les premiers messages vocaux de mon père étaient furieux. Il m'accusait d'embarrasser la famille et d'avoir provoqué le départ d'Ethan. Au 10e message, il disait que le prêteur l'avait contacté. Au 17e, il voulait me rencontrer en privé. Au 26e, il a admis que maman avait rempli la plupart des formulaires. Au 41e, sa voix s'est brisée. Au 52e, il sanglotait si fort que plusieurs mots étaient inintelligibles. Maman a fait appel à l'amour, à la maladie, à la réputation, à la tension artérielle de papa, à l'état émotionnel de Haley, au pasteur, aux voisins, et aux commérages familiaux. Finalement, elle m'a accusé de prendre plaisir à leur douleur. Haley alternait entre menaces et offres. Elle m'a promis une partie de ses futurs revenus de parrainage, a exigé que je dise à Ethan que le compte était mon idée, a menacé de publier des choses sur ma jalousie, puis a prétendu qu'elle m'avait toujours admiré. À midi, j'avais reçu plus de 100 appels. Rachel a envoyé des avis de conservation à mes parents, à Haley, aux prêteurs, et aux fournisseurs. Elle m'a conseillé de déposer une plainte à la police, car les créanciers exigent souvent une preuve formelle de fraude. Au poste, l'agent m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit que je voulais que les faits soient examinés et que mon identité soit protégée. Plus tard, Ethan a appelé. Il avait trouvé des virements supplémentaires totalisant 63 400 $. Haley avait également ouvert une carte de visite professionnelle par le biais d'une société qu'ils avaient prévu de créer, le listant comme garant. Il avait déménagé et engagé un avocat. Ethan a ensuite transféré un email prétendument envoyé par moi, confirmant que je contribuerais à hauteur de 82 000 $ après Thanksgiving. L'adresse ressemblait à la mienne, mais contenait une lettre supplémentaire. Le numéro de récupération correspondait au téléphone de Haley. Le faux email avait convaincu Ethan, ses parents,
et plusieurs fournisseurs que j'avais approuvé le plan. Le soir, les proches ont commencé à s'excuser. Tante Carole a admis que maman avait dit à tout le monde que j'avais hérité de l'argent et promis de financer le mariage, mais que je me retirais parce que je n'aimais pas le lieu. Oncle Marc a envoyé une photo du plan de table de maman. À côté de certains noms de parents, elle avait écrit des instructions telles que « renforcer le devoir familial », mentionner la générosité et « demander pour le chalet ». Mon cousin a également envoyé une vidéo enregistrée avant mon arrivée. Papa disait à tout le monde de ne pas l'interrompre pendant qu'il parlait et avertissait que je pourrais utiliser des détails financiers techniques pour les embrouiller. Le dîner avait été mis en scène comme une intervention. À 19h ce soir-là, j'ai reçu une alerte bancaire. Quelqu'un avait tenté de réinitialiser l'accès à un ancien compte d'épargne en utilisant mon adresse d'enfance et mes questions de sécurité. La demande provenait de la connexion Internet du verger. Lorsque les agents se sont rendus sur place le lendemain matin, papa a admis avoir essayé d'accéder au compte, car il espérait que mes économies pourraient couvrir le solde dû au prêteur. Même après que j'ai découvert la première fraude, il avait essayé d'accéder à plus de mon argent pour l'effacer. Le samedi, les appels ont dépassé les 200. J'ai cessé d'écouter personnellement, j'ai conservé les messages par l'intermédiaire du bureau de Rachel, et j'ai changé de numéro. Pour la première fois, le silence ne ressemblait pas à de l'abandon. Il ressemblait à de la sécurité. Les conséquences sont arrivées plus vite que mes parents ne s'y attendaient. Le prêteur a suspendu le compte frauduleux et a cherché à recouvrer les fonds auprès de ceux qui avaient soumis la demande. Le complexe hôtelier au bord du lac a annulé la réservation. Le fleuriste a conservé une partie de l'acompte, mais a libéré la date. Le créateur de la robe de mariée a arrêté son travail. La compagnie de transport a exigé le paiement en vertu d'un contrat non remboursable. En 5 jours, le mariage de rêve n'existait plus que sous forme de dettes, d'accords annulés, et de décorations empilées dans le garage de mes parents. Ethan a mis fin aux fiançailles et a poursuivi le remboursement du compte de mariage. Ses parents ont demandé le retour de leur contribution de $30 000. Alec a tenté de contrôler l'histoire en ligne, prétendant qu'un parent jaloux avait instrumentalisé des désaccords familiaux contre elle. Pendant plusieurs heures, les internautes ont sympathisé. Puis, une ancienne assistante a déclaré que Alec ne l'avait pas payé depuis 3 mois. Une entreprise de vêtements a affirmé que Alec décrivait faussement des articles achetés comme étant des parrainages. Une autre créatrice l'a accusé de gonfler les résultats de ses campagnes. Les marques ont suspendu leur contrat et son agence a demandé des registres qu'elle ne pouvait pas fournir. Son plus grand sponsor a mis fin à son accord en vertu d'une clause de moralité couvrant les représentations malhonnêtes. C'est à ce moment-là que mes parents ont cessé d'exiger le pardon et ont commencé à supplier qu'on les sauve. Maman a envoyé des lettres à mon appartement, à mon lieu de travail, et à mon avocate. Elle a imputé le comportement de Alec à l'insécurité, à la pression sociale, et à la culture du mariage. Elle a écrit que j'avais toujours été plus forte et que j'avais donc un plus grand devoir de pardonner. Elle s'est excusée pour la tournure des événements, mais pas pour avoir falsifié ma signature. Papa a proposé un règlement. Si je retirais le rapport de fraude et couvrais les soldes restants des fournisseurs, il me donnerait une section inaccessible du verger, d'une valeur bien inférieure à la dette. Rachel a rejeté l'offre et a exigé la divulgation complète de chaque compte lié à mon identité. Leur première déclaration prétendait que la ligne de crédit du mariage était la seule. Les dossiers ont prouvé le contraire. Maman avait ouvert un compte de détail à mon nom 18 mois plus tôt pour acheter des meubles pour Alec. Papa m'avait une fois listée comme garante sur un contrat de location d'équipement après que le crédit du verger se soit affaibli. Comme les soldes avaient été payés, il croyait que ces actes n'avaient pas d'importance. Le schéma était clair. Chaque fois que leurs finances échouaient, ils traitaient mon identité comme une ressource familiale. Les proches ont commencé à imposer des conséquences, eux aussi. Oncle Marc a refusé d'aider papa à refinancer le verger. Tante Carole s'est retirée des événements communautaires avec maman. Plusieurs membres de la famille ont cessé d'inviter Alec après qu'elle les ait blâmés de ne pas avoir réussi à me faire pression. Le pasteur a demandé à mes parents de se retirer d'un comité financier de l'église. Leur réputation,
qui avait compté plus que ma dignité à Thanksgiving, s'est effondré face aux faits. 3 semaines plus tard, papa est apparu devant mon bureau, tenant une enveloppe. J'ai accepté de le rencontrer dans une salle de conférence, avec la sécurité à proximité. À l'intérieur se trouvaient des copies de demandes, de déclarations de revenus, de notes de compte, et des pages où maman s'était entraînée à imiter ma signature. J'ai demandé pourquoi ils avaient fait ça. Papa a fixé la table et a dit, parce que tu pouvais y survivre. Il a expliqué que Alais semblait toujours sur le point de s'effondrer. Alors que moi, je me relevais, je travaillais plus dur, et je faisais des projets. Il croyait qu'il était plus sûr de prendre de moi, parce que je me reconstruirais. Alors, vous m'avez puni pour avoir été responsable, ai-je dit. Il a admis qu'il m'avait exploité. Il a également admis que la menace de Thanksgiving était destinée à m'effrayer, car il n'avait jamais cru que je partirais. Je lui ai dit que cela signifiait qu'ils étaient prêts à me faire croire que leur amour pouvait être retiré pour 82 000 $. Il m'a demandé d'abandonner le rapport s'il acceptait la responsabilité et protégeait maman et Alais. J'ai refusé. L'enquête n'était pas une négociation familiale. Avant de partir, il a demandé si nous pourrions un jour redevenir une famille. Je lui ai dit que le pardon pourrait devenir possible. Mais que le pardon ne garantissait pas l'accès. Même si je cessais d'être en colère, je ne pourrais peut-être plus jamais lui faire confiance avec mon adresse, mes finances, ou ma vie privée. Quand il a dit que maman croyait que j'étais devenue cruelle, j'ai répondu, je suis devenue indisponible à l'exploitation. Cela doit sembler cruel pour les gens qui ont bénéficié de mon manque de limites. Le prêteur a finalement retiré la dette frauduleuse de mon historique de crédit. Mon employeur a confirmé que l'incident n'affecterait pas mon travail, car je l'avais signalé rapidement. J'ai récupéré une partie de mes frais juridiques grâce à un règlement civil financé par la vente de matériel du verger. Mes parents n'ont pas été emprisonnés, mais ils ont fait face à des obligations de remboursement, des conditions de probation, un suivi pour fraude, et des restrictions sur de futures demandes de crédit. Alais a fait face à des poursuites civiles distinctes de la part de la famille d'Ethan, des émetteurs de cartes et des fournisseurs. Elle a vendu la plupart de ses affaires de créateur, a quitté son appartement, et a disparu des réseaux sociaux. Le but n'a jamais été de maximiser leur souffrance. C'était de les empêcher de me transférer les conséquences de leur choix. Ils ont supplié parce que, pour la première fois, je n'absorbais plus l'impact. 7e partie. La vie qu'ils ne pouvaient plus contrôler. 6 mois après Thanksgiving, j'ai conclu l'achat de la propriété près de Leavenworth. Elle comprenait un chalet abandonné, plusieurs hectares de pins, et une vue sur la montagne. Le bâtiment avait besoin d'un nouveau toit, d'une mise à jour du câblage, de travaux de drainage, et de réparation des fondations. Ces problèmes semblaient honnêtes. Une structure endommagée ne prétend pas vous aimer tout en cachant la source des dégâts. Elle vous montre les fissures, et vous décidez si la reconstruction est sûre. Les week-ends, j'enlevais les planches pourries, je documentais les problèmes structurels, et je travaillais avec des entrepreneurs locaux. Chaque réparation était payée avec l'argent que j'avais gagné et protégé. Le chalet est devenu la preuve que dire non avait préservé un avenir que j'avais failli abandonner. Je suis restée sans contact avec Alais. Elle a envoyé un long email reconnaissant une partie de sa responsabilité, mais en a passé la majeure partie à décrire la pression de paraître réussir. Elle a parlé des algorithmes, des attentes en matière de parrainage, de la culture du mariage, et de la peur de décevoir nos parents. Je comprenais ces pressions, mais les difficultés expliquent un comportement sans effacer la responsabilité. Vers la fin, elle m'a demandé de dire à Ethan qu'elle avait changé. Je n'ai pas répondu. Sa relation n'était pas à moi de la réparer. Ethan et moi avons échangé des messages occasionnels pendant le processus juridique. Nous n'avons jamais été romantiques, et je n'avais pas besoin qu'il devienne un sauveur. Son rôle était important, car il avait choisi les preuves plutôt que la loyauté à un mensonge. Il a plus tard accepté un poste à Portland et m'a souhaité la paix. Maman a continué à essayer de me joindre par l'intermédiaire de proches. Au début, elle voulait la réconciliation sans la responsabilité. Elle a demandé une thérapie, mais a résisté à l'idée de discuter des documents.
Elle voulait passer Noël ensemble, mais se plaignait de devoir communiquer par l'intermédiaire de mon avocate. Finalement, tante Carole lui a dit, « La guérison n'est pas la restauration de ton autorité sur Mia. » Après cela, les messages de maman ont changé. Elle a commencé à nommer des actions spécifiques, photographier mes dossiers, s'entraîner à imiter ma signature, tromper les proches, et organiser l'embuscade de Thanksgiving. Pour la première fois, ces excuses n'incluaient pas le mot « mais ». Je n'ai toujours pas repris contact immédiatement. Des excuses sont une information, pas une obligation. Papa a plus tard envoyé une lettre de 3 paragraphes. Il a écrit qu'il avait confondu la dépendance avec l'amour et l'obéissance avec le respect. Il a dit qu'il avait utilisé ma force comme une permission de me négliger. Sa dernière phrase était « Tu n'as jamais été plus difficile à aimer. Tu étais simplement plus facile à charger. » Près de 10 mois après Thanksgiving, j'ai accepté une seule conversation supervisée avec mes parents dans le bureau d'un conseiller. Je n'ai pas partagé ma nouvelle adresse ni discuté de mes revenus. J'ai fixé des conditions claires pour tout contact futur, aucune demande d'argent, aucune question sur mes finances, aucun message de Haley, aucune visite impromptue, et aucune réécriture de la fraude comme un malentendu. Maman a pleuré, mais les a acceptés. Papa a signé une reconnaissance écrite. On ne sait pas s'ils respecteront ces limites de manière permanente. La confiance ne se reconstruit pas par des déclarations émotionnelles. Elle se reconstruit par un comportement répété. Haley ne s'est pas excusée sans demander quelque chose en retour, donc la distance reste le choix le plus sain. Le dossier de Thanksgiving est toujours stocké au bureau de mon avocate. J'ai gardé une copie de la signature falsifiée, car elle me rappelle à quel point j'ai failli céder. Si j'avais signé le virement, la fraude aurait pu être déguisée en prêt familial. Haley aurait peut-être eu son mariage extravagant. Mes parents auraient peut-être célébré leur victoire. J'aurais perdu mon fonds immobilier et appris une fois de plus que la paix dépendait de mon obéissance. Au lieu de cela, le mariage a disparu. Les mensonges ont fait surface. Et les proches utilisés comme publics sont devenus des témoins. Les personnes qui m'avaient déclarée morte à leurs yeux ont appris qu'elles avaient bien plus besoin d'avoir accès à moi que moi de leur approbation. La leçon n'était pas simplement que les parents toxiques méritent une vengeance. C'était que les limites nécessitent des conséquences, sinon les manipulateurs les traiteront comme des suggestions. L'amour sans respect devient du contrôle. La générosité sans consentement devient de l'exploitation. La loyauté qui ne va que dans un sens n'est pas de la loyauté. Pendant des années, j'ai cru qu'être forte signifiait absorber plus de douleur. Je pensais que la compétence créait une obligation de sauver tous ceux qui étaient moins responsables que moi. Maintenant, je comprends que la force ne se mesure pas à la quantité de mal que vous pouvez endurer tout en restant utile. La force, c'est de reconnaître quand l'endurance devient une trahison de soi-même. Mes parents ont appelé près de 200 fois, car ils s'attendaient à ce que la persistance restaure l'ancienne version de moi. Papa a laissé 52 messages vocaux, car les larmes avaient autrefois suffi à me faire céder. Leurs supplications ne prouvaient pas qu'ils m'aimaient davantage après mon départ. Elles prouvaient qu'ils avaient perdu le contrôle de la personne qui résolvait toujours leurs problèmes. Le toit du chalet est maintenant terminé et les fondations sont stables. Le mois dernier, j'ai installé une longue table en bois près de la fenêtre avant. Elle a de la place pour les gens qui comprennent qu'une invitation n'est pas une dette et que l'affection n'est pas un contrat financier. Certaines chaises resteront peut-être vides. Les chaises vides ne sont pas toujours la preuve de la solitude. Parfois, elles prouvent que vous avez enfin cessé de permettre aux mauvaises personnes d'occuper votre vie. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Si 36 proches regardaient vos parents vous dire de renoncer à votre avenir ou de perdre votre famille, signeriez-vous le chèque pour préserver la paix? Ou emporteriez-vous l'épreuve par la porte, sachant qu'ils pourraient ne jamais vous pardonner de vous être protégé? Moi, je connais ma réponse maintenant. J'ai choisi la porte.